c'était vrai cette histoire de déjeuner ou dîner que vous racontez avec Philippe de Villiers, avec Patrick Buisson, où ils disent mais alors pourquoi t'irais pas toi? C'est toi qu'il faut pour être candidat pour la France et pour la droite dure, la droite forte. Là vous allez plus fort encore. Sur Zemmour président? Ouais. Ouais, on est surtout un sondage dans le numéro de Valeurs Actuelles qui dit qu'il y a 12% des gens qui sont prêts à voter pour lui, ce qui est énorme. Dans votre politique fiction, Zemmour gagne donc la présidentielle. À combien il gagne d'ailleurs au deuxième tour? Je ne le dis pas. Ah, c'est pour ça que je vous pose la question. Je ne dis pas. Il le gagne d'une courte tête parce que c'est chaud quand même la fin, c'est très chaud. Mais je ne voulais pas donner un pourcentage parce que c'était vraiment trop m'engager pour le coup. Michel Onfray, on arrive à le soutenir aussi. Bien sûr, parce que vous avez bien compris qu'il y a aujourd'hui une connivence intellectuelle entre la gauche de Michel Onfray et la droite d'Éric Zemmour. Ça c'est très bien vu d'ailleurs. Vous avez essayé de lui faire dire et il ne l'a pas dit, mais moi je le pense et donc je le mets en scène. Ouais. Très simple. Je pense que je suis en désaccord avec les deux branches de l'alternative de Michel. Quand il dit il y a un islam terroriste, je ne suis pas d'accord. Il n'est pas terroriste. Excusez-moi. Simplement, il applique, on pense au califat islamique, on pense aux frères Kouachi, etc. C'est ça quand il parle d'islam terroriste, j'imagine. Pas du tout. Pour moi, le califat islamique applique de façon littéraliste le Coran. Le Coran, c'est très simple, cher Michel. C'est pas le dernier, le premier, le pas dernier, le premier. C'est être Mahomet. C'est ça. Tous les musulmans sérieux vous le disent. Il faut refaire tout ce qu'a fait Mahomet. Or, Mahomet, il n'a pas seulement dit aimez-vous les uns les autres, pour paraphraser Jésus-Christ, il a aussi dit il faut tuer, il faut exécuter, etc. Et il l'a fait, contrairement à Jésus et contrairement même à Moïse, dans la Torah, qui était un chef de guerre, mais qui, lui, ne participait pas au combat. Vous connaissez l'image des bras qu'on portait, c'est-à-dire qu'on portait les bras de Moïse comme ça, et quand Moïse se tenait les bras en l'air, les Hébreux gagnaient dans le désert, et dès qu'il baissait les bras par fatigue, ils perdaient. Et c'est pour ça qu'il y a deux types qui sont venus lui soutenir les bras. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous montrer qu'il y a une différence de comportement. On n'est pas d'accord sur Jésus. Est-ce que je peux répondre sur Jésus? Parce que quand on dit Jésus, pacifique, etc. Jésus, il a tué personne. Il a tué personne, sauf qu'il nous met dehors les marchands du temple avec un fouet. Mais il tue pas. Mais il ne tue pas. Jamais personne. Non. Voilà. Je voudrais finir là-dessus en disant que c'était le Jésus qu'Hitler aimait beaucoup. Il y a dans Mein Kampf je suis désolé, qui a lu Mein Kampf? On va recommencer. Vous avez le droit de... Ah bah là, il n'y a pas grand monde. Hein. Bah oui, mais moi je l'ai lu. Ah oui, mais moi je l'ai lu. C'est ça le problème. Quel courage! Ah non, mais je veux dire, tout le monde a un avis sur le Coran, n'a pas lu le Coran. Tout le monde a un avis sur le christianisme, n'a pas lu le christianisme. Et tout le monde n'a pas lu la Bible. Et tout le monde a un avis sur Mein Kampf sans l'avoir lu. Non. Moi, je l'ai lu et je dis effectivement... S'il vous plaît. Je dis effectivement qu'il y a dans Mein Kampf un éloge du Jésus qui chasse les marchands du temple. Maintenant, vous faites comme vous voulez, vous pouvez me huer. Mais simplement, c'est dans le texte. Non, je dis simplement que quand, fidèle à ma position, on peut prélever ce qu'on voudra dans le Coran et lui faire dire ce qu'il veut, on peut prélever, même pas dans la Bible, dans le Nouveau Testament, des moments où Jésus fait l'éloge de la violence et même des paroles de Jésus où il dit qu'il n'est pas venu pour la paix, mais pour faire la guerre. Mais il ne l'a fait. Sauf que quand on l'a fait au nom de Jésus, c'est au nom de ces textes-là qu'on le fait. Et s'il y a l'Inquisition, ça ne se fait pas contre Jésus. S'il y a les croisades, ça ne se fait pas contre Jésus. S'il y a des ethnocides en Amérique du Sud, ça ne se fait pas contre Jésus. Ça se fait au nom du Jésus qui chasse les marchands du temple. Bien sûr, mais alors... Et d'autres diront, mon Jésus à moi, c'est celui qui pardonne les péchés, c'est celui qui n'agresse pas. Théorie du prélèvement. On ne va pas débattre 3 heures sur Jésus, parce que là, vous faites de la sémantique. Mais je finis mon histoire de terroriste. Pour moi, ils ne sont pas terroristes. Simplement, ils appliquent strictement la charia. C'est-à-dire que les frères Kouachi ont appliqué une exécution par un tribunal islamique. Et Daesh, j'ai coutume de dire que l'Arabie Saoudite est un Daesh qui a réussi. C'est exactement la même chose. Et maintenant, pour l'islam républicain, pour moi, c'est un oxymore. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à partir du moment où, qu'est-ce que c'est que la République? C'est le pouvoir du peuple, et c'est la loi qui s'impose, la loi des hommes qui s'impose à la loi de Dieu. Tout ça est le contraire de l'islam, qui ne connaît que la loi de Dieu et qui ne connaît que la soumission à la loi de Dieu. Vous allez me dire immédiatement, le judaïsme aussi et le christianisme aussi, et je vous dirai, vous avez raison sous réserve, on ne va pas faire des discussions théologiques 3 heures, sauf que, et le christianisme et le judaïsme se sont vus imposer, pour le christianisme, c'est par la République, pour le judaïsme, c'est par Napoléon en 1807, des contraintes très strictes, et
se sont vus imposer des suppressions de références et ont dû se soumettre à la loi républicaine. Le problème, c'est très exactement ce que je dis avec l'islam. C'est qu'on n'a jamais eu, on n'a pas eu de Bonaparte en France depuis, et que donc c'est ça qu'il faut faire avec l'islam. Je suis entièrement d'accord. On a de plus en plus l'impression, quand on voit les médias, et qu'il s'agit d'une guerre livrée d'un seul coup par des musulmans au monde occidental. C'est exactement présenté comme ça. Alors ça nécessite qu'on regarde ça d'un petit peu plus près. Bien sûr, je n'ignore pas qu'il y a dans le Coran des versets qui, si on les prend au pied de la lettre, incitent à la violence et à la tuerie dans le cadre de ce qu'on appelle le djihad. Je ne l'ignore pas, j'ai donné, quand j'étais plus jeune, j'ai donné des cours en fac ou dans des grandes écoles où je présentais les grandes civilisations du monde et où je parlais notamment du Coran. Ce que je n'ignore pas non plus, c'est que dans le Coran, il y a des versets qui disent également le contraire. Il y a notamment le verset 238 de la sourate 2 à Al-Baqarah, qui est l'adage qui dit nul la ikraha fid din, c'est-à-dire nulle contrainte en religion. Donc on peut trouver dans le Coran des versets qui poussent au crime et des versets qui poussent au contraire à une religion de paix. Je n'ignore pas non plus que c'est également ce que l'on trouve dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament et dans la Torah. Il suffit de lire le Lévitique ou le Deutéronome pour voir qu'il y a dans la Bible, et il y a également des appels à la lapidation de la femme adultère, par exemple, et des appels au meurtre. Seulement voilà, les religions sont une chose, et puis l'application que les hommes en est une autre. Or actuellement, s'il y a effectivement un problème dans le monde musulman, c'est parce que il y a un pays, l'Arabie Saoudite, pour ne pas le nommer, qui depuis le 19e siècle, avec le soutien constant des États-Unis d'Amérique, pousse à une lecture ultra-littérale, le régime wahhabite, et avec également les salafistes qui sont derrière, pousse à une lecture ultra-littérale du Coran, que ne partagent pas 90% du monde musulman. Voilà la situation. J'ajoute que le tueur de cette affaire se révèle être à l'examen quelqu'un qui mangeait du porc, qui buvait de l'alcool, qui avait, paraît-il, une sexualité débridée, et donc qui ne respectait pas le ramadan, qui ne se rendait pas à la mosquée, donc qui en fait n'était pas musulman. Alors, aux dernières nouvelles, il paraît que il s'était radicalisé dans les 3 semaines ou les 15 jours précédant la tuerie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons affaire à des gens, il y a 16 musulmans qui sont morts dans cet attentat, et puis il y a un assassin qui est là, qui lui n'a pas une pratique musulmane, semble-t-il, et qui est mis en avant pour faire croire au peuple français qu'en fait la France serait attaquée par l'islam. Alors moi je voudrais être très clair sur cette affaire, parce que un vent mauvais s'est levé sur notre pays. Maintenant, on ne peut plus écouter quelque information que ce soit sans qu'on ait des prophètes de malheur qui nous expliquent que la France va vers la guerre si de toute façon il faudra que ceux qui ont déclenché des guerres qui ont fait des millions de morts rendent compte à la justice des hommes et à la justice internationale. Rapatrier au plus vite toutes les troupes que nous avons dans des pays où nous n'avons rien à faire. Sera de sortir de l'OTAN. Ça sera également de présenter nos excuses pour les peuples que nous sommes allés bombarder, pour des raisons ignobles. Pourquoi M. Sarkozy est-il allé faire assassiner Kadhafi? Tout le monde le sait. Si l'on veut que la violence cesse en France, il faut que la France soit aimée et respectée par son propre peuple, c'est-à-dire il faut que la classe politique, qui est une espèce de mafia tenue par l'oligarchie, dégage, et que ce soit désormais des Français venus de l'ensemble du peuple français qui reprennent les manettes et qui réimposent une démocratie et un avenir à notre pays. Bien qu'il démente encore, et lui il pense que non, on peut être de gauche. Mais ça s'est vu, On peut être d'accord sur le constat, mais pas avoir les mêmes solutions. Bien sûr, et en fait, mon livre, c'est la réunification progressive de tous les gens qui font le même constat sans avoir nécessairement les mêmes solutions. Et ce qui était dur à mettre en scène dans ce bouquin, et surtout à rendre crédible, c'était le fait qu'à la fin, ils finissent par voter pour la même personne. Ce qui y compris Chevènement. n'est pas du tout le cas, évidemment. Mélenchon Mélenchon, il fait un tweet. Mélenchon, non, il fait un texto. Je vais prendre la dernière parce que je connais Zemmour. Il ferait mieux de dire qu'il a dit une bêtise. Ce type n'est pas un raciste, c'est un brillant intellectuel, mais il est, comme tous les intellectuels, têtu comme une mule. Ce qu'il a dit et comme il l'a dit n'est pas bien dit. Voilà, c'est tout ce qu'il faut qu'il dise maintenant, lui, à ce moment-ci. Comme le dit Jérôme Fourquet, qui est un des meilleurs sondeurs de la place de Paris, qui a fait ce sondage et qui commande ce sondage, c'est justement quelqu'un qui n'est pas populaire sur sa personne, mais sur ses idées. Ses idées, aujourd'hui, dans leur globalité, sont majoritaires en France. C'est ce que pensent les gens. Ça s'appelle la droitisation de la France. Oui, moi je pense qu'il y a une droitisation de la France. Je ne suis pas sûre que la droitisation extrême exprimée par Éric Zemmour, c'est-à-dire, une fois de plus,
Marine Le Pen est de gauche, Sarkozy est un traître, Hollande est mort, il y a un espace pour toi, Éric, tu dois y aller. C'est là cette phrase-là que vous avez mis en exergue, qui est une phrase de Patrick Buisson. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous avez l'impression que la France en est vraiment au niveau d'Éric Zemmour, à considérer que Marine Le Pen est de gauche, à être pour le rétablissement de la peine de mort demain, à être uniquement sur l'identitaire absolu, à être uniquement sur une stigmatisation totale des musulmans? Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment ça aujourd'hui, la France? Oui. Ouais. Je suis désolé de vous le dire comme ça, c'est un peu brutal, mais oui, je pense que c'est ça la France. Alors, maintenant, donc vous n'étiez pas sûr? Non, ça fait, moi, depuis le début de la primaire, je dis, puisque je fais ma chronique sur RTL, j'ai dit aux gens d'RTL, il va aller au bout, il va peut-être pas gagner, mais il va aller au bout, il a les thèmes exactement, il parle exactement comme les peuples occidentaux veulent entendre qu'on leur parle. J'ai passé l'été à lire les 2 grands livres de Samuel Huntington, Qui sommes-nous et le clash des civilisations, Qui sommes-nous étant d'ailleurs peut-être encore meilleur que le clash des civilisations, et je vous assure, j'ai eu ça en mois de juillet-août, je vous assure que la campagne de Trump, que j'ai découvert donc à la rentrée, c'est la déclinaison idéologique et électorale des thèses de Samuel Huntington. Il en va de même avec le choc des civilisations. C'est un concept qui pose problème à un tas de gens qui pensent que quand on aura dit que les mots n'existaient pas, on aura fait disparaître les choses. Or, une civilisation, elle ne se construit que sur une religion. L'athée que je suis vous le dit, et quand je parle de judéo-christianisme, c'est pas en chrétien que je le dis, c'est en athée, mais en athée chrétien. C'est-à-dire fabriqué par une civilisation qui est la civilisation chrétienne. Il y a chez Samuel Huntington cette proposition qu'il y aurait des chocs de civilisation, mais ça vient d'un conservateur, d'un penseur de droite, donc évidemment la gauche nous dit ça ne peut pas être juste. C'est un type de droite qui pense, quand on est de gauche, on imagine que c'est un type qui ne pense pas, qui pense mal. Le problème, c'est de savoir si le réel donne raison à cette thèse, ou à cette hypothèse, ou si le réel donne tort. Lisez Samuel Huntington, c'est un livre qui a peut-être 20 ans maintenant, et vous verrez tout ce que Samuel Huntington dit de ce qu'il adviendra, par exemple, en Ukraine, en Crimée. Tout ce qui est advenu a donné raison aux thèses et aux hypothèses de Samuel Huntington. Qu'est-ce que fait un étranger? Il s'assimile, c'est-à-dire qu'il fait sienne la langue, les mœurs et je vous ai répondu. L'histoire de France et l'histoire des États-Unis, ce que ne font plus les immigrés d'aujourd'hui. Donc vous avez raison, et d'ailleurs Huntington le dit, ça finira par une guerre de sécession, une nouvelle guerre. Et attendez, non, France, laisse-moi répondre. Parce je finis. En France, ça finira par une partition, comme l'a dit le président de la République. Vous revenez à la France, donc moi je peux vous répondre sur la France. Non, allez-y pour les États-Unis. La théorie du choc des civilisations de Huntington est schématique comme un western hollywoodien. C'est la clé de voûte finale de cette conférence. C'est qu'en réalité, vous savez que je vous ai parlé de Brzezinski, qui explique donc que l'encerclement de l'Union soviétique, de la Russie. L'autre théoricien, c'est Samuel Huntington, l'Américain, qui a dit que le monde devait s'orienter vers ce monde multipolaire dont on nous a bassinés, avec donc des grandes civilisations qui se partageraient la planète. C'est une vision criminelle, belliciste, raciste, religieuse, et qui est fondée, poussée par les Américains dans une espèce de volonté de taxinomie délirante pour diviser le monde en quelques grands blocs. Premier bloc, celui qui est de couleur framboise écrasée, c'est le monde judéo-chrétien. Oh, comme par hasard, ce monde judéo-chrétien correspond pile-poil à l'OTAN. Ça tombe bien. C'est la justification théorique de la mainmise des États-Unis sur l'Europe occidentale. La couleur en couleur pistache, c'est le monde latino-américain. Pourquoi n'est-il pas judéo-chrétien? On se le demande, mais non, on ne se le demande pas. C'est tout simplement parce que ce sont des gens qui détestent les Yankees, et donc on les a confinés dans un ghetto. Ici, le long du Rio Grande, j'ai déjà dit, on tire à vue sur les immigrés clandestins. Et puis après ça, vous avez les très 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 méchants qui sont de couleur moutarde, ce sont les musulmans. Alors, dans la pensée américaine, eh bien, on va mettre dans ce monde moutarde, ça va depuis le Sénégal ou la Mauritanie, les pays du Sahel, les Arabes du Maghreb, les Arabes du Mashrek, les Badaouïas d'Arabie Saoudite, tout ça ce sont des Arabes, mais on met dans le même sac les Iraniens qui sont des Ariens, qui sont des Persans, qui ne sont pas des Arabes, on met le monde turcophone, les Turcs ce sont des autres ethnies, ce ne sont pas des Arabes, on y met les Pakistanais qui sont des Ariens, on y met les Bengalis du Bangladesh qui sont encore des différents, les Somalis, on y met le monde malais avec l'Indonésie et la Malaisie, et ça se termine par ces tribus papous de l'Irian Jaya. Donc on fait prévaloir une vision délirante, uniquement religieuse. D'ailleurs, comme si l'islam n'était qu'une seule et même religion.
Alors que vous avez l'islam sunnite, l'islam chiite, l'islam zaïdite, vous avez des quantités de sectes, et puis vous avez bien plus encore des schémas historiques, anthropologiques totalement différents. On sait très bien que l'islam de Malaisie ou d'Indonésie n'a rien à voir avec l'islam de l'Afghanistan ou avec celui de la bande du Sahel, parce que ce sont des peuples différents, des langues différentes. Par exemple, dans tout le sud-continent, il y a le pouvoir de la Shakti, le pouvoir de la femme nourricière, ce qui fait que nous avons le Bangladesh ou le Pakistan, qui sont parmi les principaux pays musulmans du monde, qui ont été parmi les premiers pays du monde à être dirigés par des femmes, comme d'ailleurs l'Inde et le Sri Lanka, qui l'un est hindou majoritairement et l'autre bouddhiste. Donc on a des schémas anthropologiques qui prévalent ça, mais les Américains s'en foutent, c'est pas le problème. Alors en plus de ça, on a mis là, après ça c'est la civilisation africaine. Dans l'esprit de celui qui a conçu ça, c'est évidemment l'absence de civilisation. Donc on a mis dedans n'importe quoi. On a mis le sud ivoirien qui est catholique et francophone, avec le Nigeria qui est musulman, anglophone, avec Madagascar dont les plateaux sont peuplés de gens d'origine malaise, comme vous le savez, avec des pays relativement développés, voire très développés comme l'Afrique du Sud. On s'en fiche éperdument. Et puis alors on a mis l'Inde, la civilisation indienne, comme si l'Inde n'était pas un pays musulman, alors que c'est le deuxième pays musulman de la planète, le plus peuplé après l'Indonésie. Je rappelle d'ailleurs au passage, comme vous le savez sans doute, mais c'est toujours bon à rappeler, que la majorité des musulmans ne sont pas arabes, hein, que c'est d'abord les pays les plus peuplés, c'est l'Indonésie, puis l'Inde, puis le Pakistan, puis le Bangladesh. Nous avons ici ensuite la civilisation dite confucéenne, c'est-à-dire chinoise et ses prolongements, la civilisation japonaise, que les Américains ont eu la gentillesse de considérer comme une civilisation à part, et puis les deuxièmes très très méchants, qui sont couleur caca, eh bien, après la couleur moutarde, là, ce sont le monde orthodoxe. Ouh, ils sont très très méchants aussi, il faut vraiment les repousser au-delà. En tout cas, tout ceci pourrait prêter à plaisanterie si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'était pas la pseudo-justification théorique d'une volonté de faire un ensemble euro-atlantiste, guerrier, qui a vocation à vouloir diriger le monde et à imposer des guerres néocoloniales. Alors c'est évidemment extrêmement grave. La stratégie du choc des civilisations se fait à plusieurs échelles et à plusieurs niveaux. Et chacun joue sa partition. Cette idée d'évolution, d'identité qui évolue, c'est l'idée à la mode en ce moment. On voit bien que toutes les... Non, les idées à la mode, ce sont les vôtres. Non, attendez, vous ne confondez pas les idées qui sont majoritaires dans le pays et les idées qui sont à la mode dans l'idéologie dominante, dominée par les médias et par la classe politique. C'est pas la même chose. Vous êtes le représentant de la classe dominante. Vous êtes reçu partout. D'où me parlez-vous? Non, mais écoutez, je vous ai laissé parler, vous me répondrez. Vous êtes le représentant de la classe dominante. Vous avez d'ailleurs des parrains très glorieux, comme Bernard-Henri Lévy, etc. Ce sont des gens qui font l'idéologie dominante depuis 30 ans, et vous poursuivez leur discours. Moi, effectivement... J'ai mon discours. Non, mais c'est le leur. Il va vous répondre. Vous l'avez attaqué, il va vous répondre. Non, mais cette manière de catégoriser, vous auriez pu ajouter bobo, parce que c'est quand même utile. Si vous voulez, mais c'est vrai que vous êtes très moi, ce que j'ai voilà, si ça vous amuse, mais ça ne me dérange pas. Moi, j'en peux plus, en fait, de cette... Pas grave. Non, mais de cette manière que vous avez, mais pas seulement vous, Marine Le Pen aussi, et maintenant Nicolas Sarkozy, de s'attaquer aux idées adverses sur le thème « Vous êtes l'idéologie de merde ». Mais qui a les grands patrons de presse avec lui? Mais non, mais arrêtez de raconter n'importe quoi, Éric Zemmour, vous habitez dans le 8e arrondissement. Vous faites c'est vous qui êtes reçu dans tous les médias, c'est pas moi, depuis le suicide français, je ne suis plus reçu. Heureusement qu'il y a BFM. Vous avez été forgé par la télévision, par France 2, mais alors plus arrêtez. maintenant. Mais aujourd'hui, je suis persona non grata dans le service public, par exemple. Et heureusement qu'il y a BFM pour me recevoir. C'est vous qui êtes reçu partout. Attendez. Non, attendez. Le prix d'interprétation masculine a été attribué à M. Raphaël Glucksmann dans son film, où il est criant de vérité, le film qui s'appelle « Pourquoi suis-je là ?» Il était à côté de moi, ou moi à côté de lui. Je vais vous raconter un petit secret. Monsieur Glucksmann m'a paru tout à fait sympathique d'ailleurs, mais il m'a dit, est-ce que vous avez le trac? Je
Je dis, bon, non, vous savez, maintenant, je commence à... Je dis, et vous? Il dit, il était... Il me dit, en tout cas, vous savez quoi dire. Je lui ai dit, parce que vous écoutez peut-être, vous connaissez peut-être ce que je dis. Il me dit, oui, je regarde tout. Comme il n'a pas encore pris sa carte, mais ça me saurait tarder. Et donc, pour en terminer, avec M. Glucksmann qui m'avait confirmé, enfin qui m'avait dit qu'il écoutait tout ce que je disais, je lui ai dit, je crois que vous n'êtes pas le seul. Et je lui dis, reconnaissez que je ne dis pas que des conneries. Il a fait un grand sourire en me disant, c'est vrai, pas que. Alors, dans son grand prix d'interprétation masculine que le jury lui a accordé à l'unanimité, il est particulièrement convaincant lorsqu'il joue ce personnage ahuri qui ne comprend pas ce qu'il fait sur scène et qui demande « mais pourquoi suis-je là ?» Le point final de cette discussion sur l'évolution, qu'est-ce qu'on nous prépare? Je lis dans Le Monde, Marwan Mohammad, le directeur du Conseil contre l'identité. C'est très important. Écoutez bien contre l'islamophobie. Contre l'islamophobie. Quel rapport? Vous allez comprendre le rapport, mais laissez-moi lire. Vous allez lire. Nous sommes nés ici, il parle des musulmans évidemment, et nous définissons l'identité française comme n'importe qui d'autre. Cette identité n'est ni monolithique, ni figée. Il parle comme Raphaël Glucksmann. Pourtant, on nous nie le droit d'en faire partie. Or, l'islam est une religion française, le foulard fait partie des tenues françaises et Mohamed est un prénom français. Raphaël Glucksmann est l'idiot utile de l'islam. Il, avec son idée d'évolution, la destruction de l'identité française, prépare l'islamisation de l'homme qui dit respecter les djihadistes qui tuent au Bataclan, excusez-moi, l'idiot utile des islamistes, c'est moi ici. Oui, c'est vous, bien sûr que c'est vous. Alors laissez-le répondre. Non, c'est très violent ce que vous venez de dire. Oui, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Je respecte les gens qui meurent pour ceux en quoi ils croient. On parle des djihadistes qui ont tué au Bataclan. En général. Ce dont nous ne sommes plus capables. La question était sur les djihadistes. Oui. Donc, mais je parle en général de ceux qui meurent pour leurs idées. Vous savez pourquoi le pire avec vous, c'est que je n'ai même pas été surpris en lisant cette phrase. Et moi, d'ailleurs, je suis contre que vous intentez un procès pour cette phrase. Vous avez le droit de penser ce que vous pensez, de l'exprimer. Mais je n'ai pas été surpris. Pourquoi? Parce que fondamentalement, c'est vrai ce qui est dit là. Vous le pensez. Vous respectez les gens qui ont ce rapport-là à l'identité. Vous avez le même rapport à l'identité qu'eux. Et vous avez le même rapport à l'identité que les islamistes. Vous figez les choses dans le marbre. Vous voulez absolument que les choses ne changent jamais. Monsieur Glucksmann. Les identités des peuples. On respecte les adversaires pour mieux les battre. C'est l'éternité des lois de la guerre. Les identités. C'est quand même simple. L'identité d'un peuple, comme l'identité d'un individu, ça évolue, ça change. Et quand vous analysez les évolutions, vous êtes l'idiot utile de Marwan Mohammad. Mais oui, vous lui faites son lit, il répète ce que vous dites. Et après, il vient dire, à 15 ans. J'ai commencé à 15 ans. J'ai commencé à 15 ans à manifester contre les islamistes. Mais ça a tout à voir. L'apologie. Ça a tout à voir. Il parle comme vous. Mais non, mais il parle comme vous. Vous citez. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne m'a pas surpris quand vous avez fait cette phrase sur le respect que vous éprouvez pour les djihadistes. Je respecte l'adversaire pour mieux la combattre. C'est tout simple. Je respecte l'adversaire pour mieux la combattre. C'est tout simple. Je respecte l'adversaire pour mieux la combattre. C'est tout simple. Je respecte l'adversaire pour mieux la combattre. C'est tout simple. Je respecte l'adversaire pour mieux la combattre. C'est tout simple. Là où on observe une grande hypocrisie d'Éric Zemmour, avant d'aborder ses mensonges, c'est de constater qu'il est un fervent adepte du « fais ce que je dis », mais surtout pas ce que je fais. Je m'explique. Éric Zemmour affirme devant Madame Rutel-Krief qu'il faut absolument s'assimiler à la France en oubliant totalement ses origines, en changeant donc de nom, de religion et de mode de vie. Pourquoi pas? Beaucoup l'ont fait et c'est leur droit. Sauf que Éric Zemmour ne l'a pas fait, lui, qui se dit se faire appeler Mosché à la synagogue. Éric Zemmour possède 2 éviers de vaisselle pour séparer le lait de la viande, comme indiqué dans la Torah. Éric Zemmour possède un Sefer Torah autour du cou, et sa femme, vous savez qu'elle est magistrate et elle a arrêté de travailler pour éduquer ses 3 enfants.
Il suffit, toutes ces informations sont dans l'article de Anna Cabana du 2 octobre 2014 pour comprendre la supercherie zémourienne. Il ne mange pas de porc, Zemmour. Il respecte les fêtes religieuses, prie à la synagogue et a réalisé les bar mitzvahs de ses garçons. À part ça, il se dit athée et ne pas croire en Dieu. Lorsqu'il cite l'écrivain André Suarez face à Rutel Krief, en expliquant qu'il avait écrit que le peuple français avait l'évangile dans le sang, pourquoi il ne se convertit pas au christianisme tout simplement? Et vous, pourquoi ne pas vous convertir au catholicisme ou au christianisme en tout cas, pour aller jusqu'au bout de votre assimilation? Bien sûr, mais je maintiens. La France est un pays catholique de race blanche et de culture gréco-romaine, gréco-latine. Je maintiens. Et moi, je ne suis pas dans la majorité. Je maintiens. Moi, je suis en plus un juif d'Algérie, donc venu soit d'Espagne par les séfarades, soit par les berbères judaïsés ou les juifs berbérisés. Et je suis une espèce de barbare romanisé. Donc ça, je revendique tout à fait. Mais je constate aujourd'hui, si vous voulez, alors est-ce que ça m'arrange, est-ce que ça me dérange, j'en sais rien, j'ai jamais réfléchi, que le christianisme, le catholicisme, ne constitue plus justement le cœur de la nation française. Bref, il vous suffit de surfer quelques moments sur le net pour démontrer qu'Éric Zemmour est un mythomane. Il est malade. Hein. C'est un islamomaniaque dont le seul rêve est d'allumer, attiser les flammes de la guerre civile, en bansaïan qu'il est, c'est-à-dire un agent sioniste, car ce sera dans les intérêts de l'entité sioniste criminelle. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est pour la réconciliation de toutes les droites, afin d'accélérer la destruction de la France. Et il faut vraiment que le peuple soit totalement décérébré et abruti pour qu'il se laisse avoir par un énergumène pareil. On peut également prouver la proximité de toutes ces personnes, puisque le producteur de Thierry Ardisson, qui est un certain Stéphane Simon, est associé principal de la nouvelle chaîne de télé La France Libre TV, fondée par André Berkoff et l'avocat Gilles-William Goldnadel, également présent sur le plateau des Terriens du dimanche. Je veux dire deux choses. Moi, lors de ce débat, j'étais en opposition avec Zemmour. J'étais en opposition sur Pétain et Vichy, et j'étais en opposition sur l'histoire des prénoms. Et je suis toujours en opposition là-dessus. Zemmour, c'est le fils de Roger Icor. Roger Icor, c'était un écrivain, il a eu le prix Nobel avec les eaux mêlées. Prix Goncourt avec les pardon. Il a eu le prix Goncourt avec les eaux mêlées et il professait aux grandes dames de mon père, qui le considérait comme un juif honteux, il professait que les juifs devaient se conduire. C'est le débat en vérité entre l'assimilation. C'est le débat. L'intégration. C'est le débat entre. C'est le débat entre l'assimilation et l'intégration. C'est un débat intellectuel et je ne comprends pas. Et je vous dis franchement. Et alors même que je suis en infraction complète avec lui là-dessus, je n'en comprends pas qu'on hystérise complètement le débat. Et je vous le dis franchement, le débat maintenant qui vient sur la façon de savoir si Zemmour doit être ou non privé d'antenne, alors là on me trouvera toujours à ce côté et ça dépasse très largement la personnalité de Zemmour parce que je peux pas accepter. Pour tout abonnement à cette nouvelle chaîne, télé, La France Libre TV, chaîne de propagande complotiste d'ailleurs, les propriétaires offrent même comme cadeau le dernier livre de Zemmour, La boucle est bouclée. Maintenant, le rôle de Zemmour en France, il faut bien comprendre qu'il y a une sorte de vaste division du travail. Ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais je vous dis ce qui est écrit. Il faut un mouvement islamique qui mette un peu la pagaille pour fissurer l'absolue puissance de l'Occident. C'est des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans. Ismaël va mettre le balagan, je l'appelle, parce qu'il faut qu'il mette le balagan, sinon la carapace de l'Occident serait tellement monolithique qu'on ne pourrait même pas laisser passer un filtre, une faille pour la lumière messianique. Bernard-Henri Lévy a contribué à détruire la Libye. Et d'ailleurs, il a dit lui-même devant le CRIF qu'il a fait ça, je crois, en tant que juif. Vous avez des gens comme George Soros qui, après que des gens comme Bernard Lewis aient provoqué la destruction du monde musulman, vont pousser, financer les vagues migratoires pour, provoquer, in fine, des guerres civiles en Europe. Et vous avez des gens à l'échelle nationale, comme Alain Finkielkraut et Éric Zemmour, qui font ce même travail-là, c'est-à-dire envoyer
les chrétiens contre les musulmans contre les chrétiens. Bonjour à tous, bonjour Éric Zemmour. Bonjour. L'islam, les musulmans, l'islam, islamisme, le djihad, l'islam, le Coran, l'islam des musulmans, l'islam, les musulmans, l'islam, Allah ou Akbar. Vous savez, arrêtez d'essayer de m'opposer aux musulmans. Islamisme, islamisme, les islamistes, les musulmans, Daesh, islamique, que l'islam, Coran, l'islam est musulman, islamisme et l'islamisme, l'islam, mosquée, l'islamisme et l'islam, désislamisé, islamisé, musulman, désislamisé, l'islam, la burqa intégrale était voilée entièrement, des immigrés, islam. Vous avez envie de nous faire peur et je pense que... Mais j'ai pas du tout envie de vous faire peur. Sauf que le problème, c'est que les gens, surtout les milieux de la droite nationale catholique, qui sont pour beaucoup des fans de Zemmour, méconnaissent la tradition juive et les traditions juives. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Parce qu'il s'imagine qu'Éric Zemmour est une exception dans la communauté juive. Or, il existe depuis le XVIIIe siècle un mouvement dans la tradition juive qui est né au XVIIIe siècle qui s'appelle le mouvement assimilationniste, la Haskalah. La Haskalah, le père fondateur de ce mouvement-là est Moses Mendelssohn. Et il a défendu l'assimilation des Juifs en apparence en Europe en 1780. Or, ce même Moses Mendelssohn est rattaché au mouvement franquiste. Et le mouvement franquiste, comme je l'ai dit, défend l'idée, le projet de s'assimiler en apparence pour détruire de l'intérieur. Être plus catholique que les catholiques, comme les sabbatains étaient plus musulmans que les musulmans. This was an heretical sect whose idea was, supposedly, this is the excuse they used, that the Messianic age can be brought about if the Jews either become perfectly righteous or perfectly evil. And their idea was, since the Jews can't be perfectly righteous, we'll make them perfectly evil, and that'll bring back the Messianic, bring about the Messianic era. This is obviously an excuse. This is nuts, right? The Sabbateans committed every kind of sin possible. Everything that God said do, they said don't. Everything that God said don't, they did, including incest, including orgies, including adultery, all kinds of perversions. This was part and parcel of their cult. The Sabbateans still exist. There is a group called the Donmei, and they are still in Turkey. They are still operative. Shabtai Tzvi, who began the Sabbateans, was captured and he converted to Islam, which means that there is within Islam an influence of these Sabbateans, these saboteurs of the Jewish people and of everybody else. But their main target is the Jews. Later on, a man by the name of Jacob Frank began an extreme, a more extreme, if you can imagine this, version of the Sabbateans. I think that Mary Shelley called her book Frankenstein. I think what she was actually speaking about was the Sabbateans, was the Frankist group of the Sabbateans, the Frankists, in an oblique kind of a way. Mary Shelley was born not long after Jacob Frank died. Jacob Frank, whose sect was
even further out, as I say, than that of Shabtai Tzvi. They did things that were absolutely vile, converted to Christianity. And so within Christianity, there is the influence of the Frankists. So within Islam, you have the influence of the Sabbateans, the original Sabbateans, and within Christianity, you have the influence of the Frankists. These people are still active to this day. And their main job is to destroy Judaism, to destroy Jewish morality, and in that way they want to sink the whole world into immorality. This is not an attack on the Christians. They want you to think that. It's not. It's an attack on Judaism. Ça a permis à Éric Zemmour, surtout, de manière plus subtile qu'Alain Finkielkraut, d'influencer une bonne partie de la droite nationale des milieux catholiques pour les ramener dans ce qu'appellent les psychosociologues le piège abscon. C'est-à-dire que Zemmour, durant des années, il défendait l'assimilationnisme, expliquait ce que c'était qu'être français, mais sans jamais parler d'Israël, sans jamais défendre le sionisme. Pour avoir la confiance justement de ces catholiques, des gens de ces milieux-là. Et une fois qu'il a acquis cette confiance, une fois qu'il est devenu un leader d'opinion dans ces milieux-là, in fine, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en réalité, c'est Israël, donc les militaires israéliens, qui vont permettre à l'armée française, grâce à leur expérience à Gaza, de nettoyer les banlieues. Je vous dis, je le tiens. Je le fais remarquer, c'est tout. Je vous tiens de sources sûres, de gens très proches de l'état-major. Je n'ai pas donné ce nom ronce en vain. Ils sont allés voir les spécialistes de l'armée israélienne, et les Français qui m'ont expliqué ça m'ont dit que, comme ils avaient fait à Gaza, ils leur ont conseillé de faire la même chose, ils leur ont expliqué comment il fallait faire, parce que les Israéliens sont des spécialistes évidemment, et donc le plan français est prêt. En plus, si on veut vraiment parler de l'esclavage, des Noirs, il y a des répercussions. Non, mais si on veut vraiment parler de l'esclavage des Noirs, il faut tout dire. Il faut dire que l'esclavage des Noirs, l'esclavage a toujours été dans toutes les civilisations, que l'esclavage des Noirs a été inventé par les Noirs en Afrique. Quoi? Oui. Il faut dire qu'il a été porté par les Arabes dans le monde. Mais bien sûr, il faut dire la vérité historique. Je vous offrirai le livre de Pétré-Grenouillot et vous allez voir. L'esclavage des Noirs est inventé par les Noirs en Afrique. C'est eux qui vendent les autres Noirs, parce qu'ils n'ont aucune conscience de la fraternité noire. Ça n'existe pas, ça, premièrement. Deuxièmement, c'est les Arabes qui répandent les esclaves noirs dans tout le monde entier. Et troisièmement, ça dure du 8e siècle au 15e, au 16e siècle. Et à partir du 16e siècle, je finis. Mais je finis, mais tu peux pas laisser ça, c'est la vérité. De la part d'un pays qui a vécu la Révolution française. À vous entendre, les Blancs n'ont rien fait du tout. Ah, j'ai pas fini. Vous me laissez pas finir. Non, ou plutôt, ils avaient raison de le faire, vu que les Noirs... Non, mais pas du tout. C'est pas ça qu'il dit. Mais je dis pas ça du tout. Mais il faut pas comprendre comme ça. Bah ouais, mais je suis désolé, mais beaucoup de gens le comprennent comme ça. Mais non, mais il faut pas le comprendre comme ça. Je dis que les Blancs, mais c'est pas à vous de définir comment on doit comprendre les choses. Mais si, ça vous n'avez pas le monopole de la façon dont on comprend les choses. Mais si vous comprenez mal, c'est pas de ma faute. Non, Quand vous écrivez « La France sera-t-elle un jour une république islamiste ?» La question n'est pas de savoir pourquoi, mais quand. C'est complètement différent de ce que vous me racontez là. Votre livre est celui d'un extrémiste et là vous biaisez. Mais non, franchement. Pourquoi devenir une république islamiste? Parce que vous pensez que tous les musulmans... Parce qu'il y a une majorité de musulmans qui sera... ont vocation à participer. Regarde dans tous les pays musulmans. Donc vous essentialisez. Mais regarde dans tous les pays musulmans. Mais quand on le deviendra... Pourquoi je dis ça? Le Kosovo n'était pas musulman il y a 5 ans. La réponse de Philippe de Villiers. Quand les gens essaient de vous classer politiquement, ce qui est assez difficile dans votre cas, de manière assez spontanée, on vous classe plutôt à l'extrême droite. Est-ce que non, pas du tout. Ce sont quelques jours. Non. C'est une poignée de journalistes. D'accord. C'est une étiquette qui ne voit pas, mais. Vous êtes pour un rassemblement des... C'est un mensonge, c'est une diffamation. Il y a en France une seule... Non, c'est une diffamation. Il y a en France une entité qui est officiellement chargée d'attribuer une étiquette, c'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, avant les élections européennes, puis avant les élections régionales, a examiné à la loupe. Vous avez même déclaré « Je suis l'ennemi de l'extrême droite ».
Attendez, j'y reviens. Ouais. Et il nous a classés à 2 reprises en divers, c'est-à-dire au-dessus du clivage droite-gauche. Et d'ailleurs, ça correspond... Je parlais de la perception du public, moi. Mais le public, mais allez dire à nos 24 000 militants que ce sont des gens d'extrême droite. Et d'ailleurs, je me permets de signaler que toute l'extrême droite française passe son temps à me cracher dessus. Alors justement, monsieur Asselineau, j'ai une question de fond, j'aimerais élucider avec vous, si vous le permettez. Vous avez expliqué, c'est un lien avec ce qu'on vient de dire. Vous avez expliqué, je crois, mais peut-être que je me trompe, qu'il n'y avait aucun problème d'immigration, aucun problème avec l'islam, aucun problème, qu'il n'y a absolument aucun problème de ça, tout ça n'existe pas. Le seul sujet, c'est la souveraineté. Donc moi, j'aimerais vous poser une question. Si demain, nous avons une république islamique souveraine, est-ce qu'elle vous irait ? Vous noterez qu'il est un peu curieux, à la fois qu'on me reproche d'être d'extrême droite et à la fois... Ah bah, c'est pas moi. Moi, je vous reproche pas d'être d'extrême droite. C'est Zemmour et Nolo, c'est 2 entités. Voilà, voilà. On n'est pas si à moi. Vous êtes pour un rassemblement des républicains des deux, voilà, exactement. Des deux rives. Non, répondez à ma question à moi. Alors moi, je réponds à votre question. J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de problème avec l'islam. Ah bah, c'est ce que j'ai lu, alors. On a déformé vos propos, alors. Non, je n'ai jamais dit ça. Ce que je dis, c'est que pour un président de la République, il doit exercer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. C'est l'article 5 de la Constitution. Un président de la République doit rassembler. Il ne doit pas chercher à diviser les Français. Les autres candidats, on a vu Madame Arthaud à l'instant, qui passe son temps à essayer de diviser les Français entre les ouvriers et les capitalistes. Madame Le Pen passe son temps à essayer de diviser les Français entre les Français d'origine immigrée ou musulmans et le reste des Français. Moi, je suis là pour essayer de rassembler. Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais parce que je pense que votre question est une question provocatrice. Vous considérez vraiment qu'il va y avoir un État islamique en France? À 30 ans, oui. Mais c'est vous qui êtes d'extrême droite, alors. Moi, j'essaye d'observer et la démographie et l'évolution. Vous savez, même le président Hollande parle de partition sur le programme. inévitable. Mais c'est une autre discussion. Moi, ce sont des gens qui ne sont pas fidèles au principe de laïcité de la République. Mais comment vous les faites respecter, les principes de laïcité, quand c'est pas respecté? Mais il faut les faire respecter, bien entendu. Mais comment vous faites si vous dites qu'il n'y a pas de problème? Mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème, mais il faudrait aussi peut-être commencer à avoir une politique internationale qui soit respectée. Mais quel rapport? Écoutez, quand on va bombarder dans des guerres illégales, par exemple la Libye, sans aucun mandat de l'Organisation des Nations Unies, quand il y a des manœuvres de déstabilisation du Moyen-Orient, donc c'est à cause de ça qu'il y a de plus en plus de femmes voilées dans la rue? Non, mais ça fait partie d'un ensemble. Non, mais moi, ça m'intéresse. Parce que je vous signale que la Suède ne bombarde personne. Depuis le 18e siècle, le 17e siècle, ils font plus de guerre, les Suédois. Et il n'empêche qu'ils ont de plus en plus de femmes voilées et de plus en plus d'attentats islamistes. Comment vous l'expliquez, ça? Écoutez, il y a des problèmes, c'est vrai, mais il y en a qui soufflent sur les braises, sur ces questions. D'ailleurs, je signale, au passage, on parle toujours du voile. Vous savez, connaissez la première épître aux Corinthiens? C'est celui qui a le premier demandé que les femmes portent le voile. C'est Saint Paul, je la connais, celle-là. Mais d'ailleurs, je vais vous donner. Alors, on va passer à un autre chapitre. Si on va passer... Les années 1900, dans le temps. Les années 1900. Alors là, Saint-Paul, on remonte vraiment dans le trou. Non. Demandez à vos mères. Dans les années 60 du XXe siècle, il n'y avait pas une seule femme qui sortait sans foulard. Je dis, mais vous savez très bien que ça n'a rien à voir. Vous parlez comme Juppé, mon pauvre Asselineau, c'est dramatique pour vous. Ah bah oui, vous parlez comme Juppé. Sa grand-mère aussi, elle mettait un foulard quand elle sortait. Puisque nous parlons du passé, il y a un point fort dans votre programme, c'est que vous proposez un programme vraiment tous azimuts de nationalisation. Alors, non. Ah bah comment ça? C'est pas tous azimuts. EDF, GDF, La Poste et TF1, s'il vous plaît. Ah oui. Oui, bah alors, écoutez, on parle du passé. Est-ce que vous pensez vraiment que l'avenir de la France, c'est la nationalisation qui est vraiment associée à un passé des années 80 ou même 60. Puisqu'on parle du passé, on peut parler des États-Unis d'Europe. C'est 1849, le discours de Victor Hugo. Alors, s'il y a vraiment un truc de passé, c'est bien l'idée d'une construction politique continentale. S'agissant effectivement, je veux revenir au grand service public à la française, parce que moi, j'ai parcouru la France depuis 10 ans. Je peux vous assurer que j'ai jamais vu de Français, qu'il soit de droite, du centre ou de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui demande, moi, ce que je voudrais, monsieur, c'est la privatisation de la Poste. Ça n'existe pas. Ouais. Donc, moi, je ne veux pas que la France... Est-ce qu'il vous demande, monsieur, je veux la nationalisation d'EDF, GDF, comme ça, mais vous savez, EDF, EDF, GDF ont été des grands succès, excusez-moi de le souligner. EDF était devenu le premier électricien mondial. On est en train sous Marcel Boiteux, c'était devenu le premier électricien mondial. Une nationalisation correspond très bien au modèle économique d'un fournisseur d'électricité. Est-ce que c'est un enjeu pour 2017? Voilà la question que je vous pose. Oui, je pense qu'en effet, c'est un enjeu qui conforte... Parce que le chef de... Vous savez ce que les Français cherchent? Ils veulent un chef d'État qui assure la justice
et l'égalité sociale entre les Français. Ils ne veulent pas d'un État qui assure une justice pour les riches, une justice pour les pauvres, une médecine pour les riches, une médecine pour les pauvres. Nous ne sommes pas des anglo-saxons, nous sommes un peuple... C'est pas la justice et la médecine, c'est l'eau, l'électricité. Oui, mais c'est la même chose. Nous sommes un peuple égalitariste du point de vue anthropologique, allez regarder Emmanuel Todd. Nous avons besoin d'avoir un État qui assure la justice et l'égalité sociale et qui combat les féodalités de son époque. Et moi, c'est pour ça que je veux rétablir les grands services publics à la française, mais mon programme est beaucoup moins à gauche que le programme commun de la gauche. En 72, Mitterrand voulait nationaliser toutes les grandes entreprises, pas mal, etc. Quand même, votre liste est assez impressionnante. Non, écoutez, d'ailleurs, la plupart sont encore en main publique, EDF notamment, et GDF, etc. Mais je veux, sur les grands services publics, qui structurent et qui assurent l'égalité des Français entre les territoires, parce que ça, on n'en parle pas, mais c'est les problèmes de désertification rurale, j'estime que la France a le droit de garder son modèle qui remonte à Saint-Louis. Le premier établissement public, c'est Louis IX, 1260. Une fois que la France a récupéré sa souveraineté, la France récupère sa souveraineté. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait dans le monde entre les États-Unis, l'URSS, la Chine? L'URSS, non. Bah oui, mais c'est lui aussi, il revient toujours. C'est toujours ma faute, vous savez, vous avez compris. La Russie, la Chine. Qu'est-ce qu'on fait 66 millions de Français, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois bien ce que vous voulez dire. Alors, vous voulez dire que la France va se couper du monde, parce que je connais cet argument fallacieux. Non, et puis la question, c'est que la France est trop petite face aux géants. Mais attendez, il y a 195 États dans le monde de l'Organisation des Nations Unies. Mais si la France, qui est la 5e ou 6e puissance économique mondiale, un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui doit avoir la 3e ou 4e force nucléaire au monde, si la France est trop petite, mais ils font quoi les 190 autres? Ils vont se suicider? Ils font quoi? Pourquoi l'idée de fusionner 28 États n'existe nulle part ailleurs au monde? Là, vous exagérez. Ah bon? Oui, non mais j'entends ce que vous dites. Je sais bien que jamais personne n'est allé aussi loin que l'Union européenne. Qui ne marche pas. Non, mais je suis d'accord. Les coopérations régionales, ça existe. Mais reconnaissez quand même qu'il y a de multiples systèmes en Amérique du Sud. J'ai déjà expliqué. Caricaturez pas vous-même votre position. Non. J'ai déjà expliqué que la France est liée au reste du monde par 6653 traités. Et je propose d'en supprimer 3. Traité de l'Union européenne, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, traité de l'Atlantique Nord. Est-ce que la Suisse, qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, est la Corée du Nord? Est-ce que ça n'est pas un grand pays qui commerce et qui vend et qui achète à l'étranger? Avez-vous déjà vu des produits Nestlé dans les grands magasins français ou est-ce qu'ils sont interdits? C'est extraordinaire ce que vous dites, monsieur Asselineau. C'est-à-dire que vous proposez, en fait, de desserrer les liens avec les pays les plus proches, mais de conserver les liens avec les pays les plus lointains. Je ne propose pas de desserrer les liens. Nous avons plus de 340 traités qui nous lient à l'Allemagne. Nous resterons dans Ariane ou dans Airbus, qui n'ont aucun rapport avec la construction européenne. Moi, je ne veux pas desserrer les liens, je veux rouvrir la France sur l'universel et je veux surtout rendre aux Français leur démocratie, que lorsqu'ils votent à droite, ils aient une politique de droite et lorsqu'ils votent à gauche, ils aient une politique de gauche. La plupart des intellectuels dits de gauche sont en train de glisser sur le toboggan et sont en train de tous vous rejoindre. Mais c'est une très bonne nouvelle, je suis très content de ça. Mais pour autant, c'est une pensée qui n'est pas... Vous n'êtes plus seul, c'est ça qui veut dire. Oui, mais je m'en félicite. Michel Onfray vous rejoint, Alain Finkielkraut vous rejoint de temps en temps. Oui, votre ami Michel Houellebecq. Régis Debray est en train de vous rejoindre tout doucement. C'est formidable, j'en suis très heureux. Donc voilà, la chose est enregistrée, elle va pouvoir être dite. Asselineau va pouvoir mettre en boucle le soutien de Michel Onfray, etc. Mais je réponds sincèrement à ce que vous m'avez dit. Ce qui m'intéresse, moi, dans cette aventure, c'est qu'il fasse si peu de voix, qu'il soit si peu connu ou reconnu, que tout le monde connaisse son nom, très peu de gens connaissent vraiment son programme, qu'il fasse des petits scores, et je pense que c'est la preuve de la justesse de ses thèses. Je pense, si Asselineau passait le mois, on va... Et que, comme il dit des choses majeures, tout est fait pour qu'on ne l'entende pas beaucoup. Par exemple, sur la question des Gilets jaunes et Maastricht, personne n'a mis en relation le fait que le refoulé maastrichtien produisait les Gilets jaunes aujourd'hui. On dit ils sont méchants, ils mettent le feu partout, ce sont des délinquants, des voyous, etc. etc. C'est pas complètement faux depuis que Mélenchon, la CGT, Sud, etc. ont estimé qu'il fallait se servir d'eux. Et moi, je parle du départ des Gilets jaunes dans cette aventure. Mais dès qu'il s'agit de parler de l'essentiel, la fin de la souveraineté nationale, la souveraineté supranationale, l'impossibilité pour la France de pouvoir faire une politique. Nous ne pouvons plus faire une politique aujourd'hui. Ça n'est plus possible, ça n'est plus pensable. Dès que vous dites, mais les Gilets jaunes ne sont jamais que le retour du refoulé maastrichtien, c'est un peu ce que dit Régis Debray, on s'entend bien tous les deux, il n'y a aucun problème. Oui, votre ami Michel Houellebecq. Régis Debray est en train de vous rejoindre tout doucement. C'est formidable, j'en suis très heureux. Dès que vous dites des choses comme celle-ci, vous êtes criminalisé.
Donc après, il y a tout, quoi. Vous êtes complotiste, vous êtes climato-sceptique, vous êtes fasciste, vous êtes nazi, vous êtes un compagnon de route de Jean-Marie Le Pen, voire, enfin de sa fille aussi, de tout ça. Vous êtes un pédophile refoulé, vous avez des problèmes édipiens, vous voulez coucher avec votre mère. Enfin, moi, j'ai eu droit à tout. Donc, on a droit à tout ça. Mais de fait, c'est un discours extrêmement bien fait, celui d'Asselineau, qui était un discours de déconstruction extrêmement intéressant. Mais c'est justement le point aveugle de l'Empire maastrichtien. On ne peut pas entendre ce discours-là. Donc il faut évidemment le criminaliser, etc. Donc voilà, vous pourrez dire que j'ai fait mon coming out sur ce sujet et il a procédé d'un travail sur les sources. Je suis allé voir ce qu'il disait pour pouvoir analyser et penser ce qu'il disait. Il se fait que Asselineau et tous les asseliniens se sont emparés de cette information pour dire que je suis avec eux, que je les soutiens, que je fais partie de leur bande. On fait savoir que je suis enrôlé. L'agence France Presse m'a téléphoné en me disant alors vous êtes passé chez Asselineau, vous allez voter pour lui, avez-vous déjà voté pour lui, etc. Et je trouve cette récupération indigne. Ce n'est pas parce que je dis qu'il y a des propos intéressants chez François Asselineau concernant la critique de l'Europe que pour autant je défends ce monsieur, que je défends la totalité de sa politique. Il a dit quand même un certain nombre de choses un peu problématiques qui relèvent du complotisme. Maintenant, Zemmour, c'est aujourd'hui le chaînon manquant entre la droite qu'on appelle républicaine et le Front National. C'est-à-dire que dans l'enquête d'opinion qu'on regardait tout à l'heure sur Zemmour et sa candidature à la présidentielle, il est populaire à 45% au Front National, 45% à droite. Il fait ce qu'on appelle l'union des droites. L'union des droites, c'est ceci. Vous connaissez tous la chanson. Il a dit la vérité. Il doit être exécuté. Je trouve tout à fait insupportable l'idée qu'on puisse être condamné en France pour n'avoir dit que la vérité. Voilà ce qui arrive à Éric Zemmour. Il a dit, d'une manière simple, la vérité sur ce qui se passe aujourd'hui en France. Et ça lui a valu une condamnation par la justice française. Cette condamnation, elle est scandaleuse, elle est inique et elle est contraire à l'international. Et j'imagine que devant ce déni de justice, tous ceux qui se présentent comme des démocrates, tous les journalistes vont se mobiliser comme un seul homme au profit, en faveur d'Éric Zemmour. Bonjour à tous, je suis dans ma ville, à Hyères, et ce soir, je suis indigné parce que je viens d'apprendre que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'Éric Zemmour, que vous connaissez bien, qui se pourvoyait en cassation pour éviter la condamnation de la Cour d'appel de Paris, qui l'avait condamné pour, et j'ai la dépêche AFP devant moi, à 3 000 € d'amende pour provocation à la haine religieuse, après des propos, selon la justice, anti-musulmans tenus en 2016. Alors de quoi s'agit-il ? Parce que c'est extrêmement grave ce qui vient de se passer ce soir. Cela veut dire que la justice censure la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Cela veut dire que nous arrivons dans la situation du livre Soumission de Michel Houellebecq, que je vous invite à relire. Cela veut dire que dans notre pays, on ne peut plus s'exprimer librement. Parce que qu'est-ce qu'avait dit Éric Zemmour dans une émission, sans doute ? Il avait dit que la France vivait depuis 30 ans une invasion et que dans d'innombrables banlieues françaises, où de nombreuses jeunes filles sont voilées, se jouait une lutte pour islamiser un territoire. En un mot, la démocratie repose sur des hommes politiques exemplaires. Il faut condamner les pourris, bien sûr, et les juges doivent le faire. Sur des juges indépendants, neutres, et sur des journalistes indépendants qui ont une déontologie. Malheureusement, dans notre pays, aujourd'hui, eh bien, nous avons un pouvoir qui est corrompu. Il n'y a qu'à voir l'affaire Alstom avec Emmanuel Macron et son rachat par General Electric. Nous avons des juges qui sont politisés et nous avons certains journalistes qui s'attaquent toujours aux mêmes parce qu'ils défendent leurs donneurs d'ordre, qui dépendent du pouvoir et qui font beaucoup d'argent avec le pouvoir. Voilà pourquoi je vous invite à résister
à cette démocratie pourrie qui est celle de la France aujourd'hui. Et je porte un espoir parce qu'il y a des réformes que nous pouvons faire. Et je sais qu'il y a des juges honnêtes, qu'il y a des journalistes intègres, qu'il y a des hommes politiques exemplaires et qu'il y a des Français de bon sens. Alors j'espère qu'on arrivera avec tout cela à renverser les choses. C'est un des grands défis du temps présent et je vous invite à ne pas baisser la tête face à ces manipulations permanentes du pouvoir. Est-ce que CNews a raison de faire venir Éric Zemmour sur son antenne? C'est pas signé, mais c'est dans les tuyaux, on a des informations qu'on pourra vous donner là-dessus. Alors, si vous me demandez s'ils ont raison, je vous répondrai non. Je considère que si moi, mais à Dieu ne plaise, j'étais dans la position d'embaucher quelqu'un, je n'embaucherais pas quelqu'un qui, comme lui, à répétition, tape sur une partie de notre communauté nationale, pour ne pas parler des étrangers eux-mêmes. Donc je ne pense pas qu'ils aient raison. Et vous savez très bien, effectivement, qu'ils font ça parce qu'ils considèrent que c'est aujourd'hui une partie de leur fonds de commerce. Mais je vous dirais de la même façon que si je devais recruter pour cette même chaîne, il y a beaucoup de gens de la chaîne que je n'aurais pas recruté. Donc ils font ce qu'ils veulent. Et Berkoff ne craignait rien. La liberté d'expression est à peu près respectée dans ce pays. Cela dit, je considère effectivement que c'est indigne. André Berkoff. Écoutez, j'ai beaucoup aimé l'expression de Gérard Miller, il est à part. Formidable, hein. Vous imaginez de dire de quelqu'un, il est à part. C'est intéressant, hein. À part ça, c'est pas l'assignation de résidence, c'est pas l'étiquette, c'est magnifique. Il est à part. Bravo Gérard Miller, le psy que vous êtes a réussi. C'est une très belle expression. Mais sur le fond maintenant. Je vais vous dire sur le fond de l'histoire. Sur le fond de l'histoire. C'est pas le procès de Miller ici. Ce qui m'intéresse, c'est votre avis sur Zemmour. De Éric Zemmour. Et encore une fois, je vous l'ai dit, je suis très loin de lui sur un certain, quand il dit choisir entre l'islam et la France, c'est idiot. Pourquoi c'est idiot? On a le droit de critiquer les religions, on ne s'en prend pas aux musulmans. Le problème n'est pas les musulmans, le problème c'est l'islam, ou pour certains le judaïsme, ou pour certains la Bible ou l'évangile. On a le droit, et on le sait, il y a eu suffisamment de discussions sur l'islamophobie, etc., pour dire qu'on a le droit absolument de critiquer les religions, et ce n'est pas un blasphème, on le sait, mais on n'a pas le droit de critiquer et de mettre ensemble et de chosifier une population. Je ne sache pas que Zemmour l'ait fait. S'il l'a fait, il a eu tort. Mais encore une fois, cette espèce d'appel à « oulala, censurez-le, empêchez-le de parler, CNews, quel que soit, aura eu tort de l'embaucher », je trouve extraordinaire que des gens qui sont pour la liberté disent « attention, on a eu tort de l'embaucher ». Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun fait ce qu'il veut et je ne mettrai moi jamais vraiment Zemmour dans la même caisse de résonance que sera Loup Dieudonné. À 2 semaines du débat parlementaire sur l'immigration, Emmanuel Macron appelle, je le cite, à regarder le sujet en face. C'était devant les parlementaires lundi, un sujet sensible donc qui divise au sein de la majorité jusqu'au plus proche conseiller du chef de l'État, Paul Barcelone. Ce n'était sûrement pas son intention, mais Emmanuel Macron a réveillé un vieux malaise dans la majorité. La députée LREM de la Manche, Sonia Crimi, appelle donc le chef de l'État à plus de prudence. L'immigration, elle touche à mon histoire. L'immigration touche à mes parents, touche à des gens avec qui je vis, à une culture. Et quand on passe 100 ans à salir cela, moi, ça me rappelle aussi FN. Je trouve qu'on ne participe pas à apaiser la société. Parmi les points de crispation, l'aide médicale d'État, sans la supprimer, Emmanuel Macron veut serrer la vis. De quoi faire bondir le député marcheur du Vaucluse, Jean-François Césarini. Pour nous, c'est une ligne rouge très claire, l'AME. On doit s'honorer la France par rapport à nos valeurs de pouvoir soigner tous les gens qui sont sur notre pays. Il ne faut pas toucher à l'AME aujourd'hui. Je crois que là, ce serait faire du symbole et donner des gages à un électorat qui de toute façon ne votera pas pour nous. S'ils se défendent de jouer les frondeurs, Jean-François Césarini et une quinzaine d'autres députés contrariés demandent à être reçus par Emmanuel Macron. Il y a 2 responsables politiques majeurs dans ce pays, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais oui, mais ce sont les deux aussi qui ont une vision extrêmement claire et qui présentent aux Français chacun un projet clair. Certes, ils sont contradictoires, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ils sont très clairs. Or, quand vous voyez, Emmanuel Macron est votre meilleur allié. Non, ça n'est pas mon allié, c'est mon adversaire. Voilà, oui. C'est politiquement mon adversaire. Et c'est vrai que des mouvements qui naviguent à vue, qui n'ont plus de conviction, comme LR, ont vocation à disparaître ou être fondus ou écartelés entre ces 2 nouveaux pôles. Est-ce que vous souhaitez le même duel en 2022 qu'en 2017 ? Et pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait obligatoirement qu'il y ait à chaque élection des figures qui soient obligatoirement nouvelles? Je sais que ça plaît aux journalistes parce que sinon ils ont le sentiment de rien avoir à écrire. Non. Mais la réalité c'est que ce ne sont pas... Là pour observer, non mais les personnes, au-delà des personnes, oui, bien sûr que la confrontation se fera entre un mondialiste et un national, entre 2 visions qui sont effectivement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Mais peut-être ou pas, c'est pas le sujet. Le sujet, ce sont deux visions politiques qui s'affronteront et très probablement, ce sont celles-là. Oui, celle-là. Oui, celle-là. Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Mais oui, pourquoi? Parce vous que les serez grands candidate sujets. à la présidentielle en 2022. Mais pourquoi? Parce Marine que les Le grands Pen. sujets. Oui. L'écologie. Oui. On va en parler. On va en parler. Oui. L'immigration. Notre système de protection sociale. Tout cela, en réalité, est englobé dans ce choix entre mondialistes et nationaux. Donc, bien sûr, c'est le grand choix que les électeurs français doivent faire pour l'avenir. Donc vous confirmez votre candidature à la présidentielle de 2022, évidemment. Notre camp, notre camp choisira. Évidemment. Mais non, mais notre camp choisira celui qui est le mieux placé pour pouvoir rassembler le plus possible. Et qui est le mieux placé? Pour pouvoir gagner la présidentielle. Et qui est le mieux placé aujourd'hui? Écoutez, moi je vois beaucoup de gens chercher un candidat miraculeux. Pour l'instant, je n'en ai pas vu. Mais peut-être émergera-t-il dans les 18 prochains mois. Le mieux placé aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre. Oui. Non, mais je dis aux Français que si personne n'émerge, moi je suis là. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être ce soir à cette conférence de notre ami Éric Zemmour. Un geste d'amitié particulièrement apprécié, chose promise, chose due, puisqu'il avait dit depuis longtemps qu'il viendrait à Perpignan, non pas pour soutenir ma candidature, mais tout simplement pour défendre des idées dans un pays qui prône partout dans le monde la liberté d'expression, la liberté d'opinion, et dont on voit malheureusement de jour en jour que ce champ est en train de se restreindre abominablement et que toutes nos libertés, petit à petit, sont menacées. Il vous en dira plus, mais c'est vraiment un plaisir de le recevoir, car il fait partie de ces intellectuels, de ces historiens, de ces essayistes, de ces polémistes qui ont remis le débat sur des sujets essentiels pendant que beaucoup d'autres voulaient éviter d'en parler. Et ce soir, précisément, nous allons en parler parce que nous sommes dans une ville libre, nous nous voulons dans un pays libre et nous sommes encore en droit en France de dire ce que nous pensons et ce que nous voulons. Pour nous accompagner, deux députés européens qui eux aussi m'ont fait la gentillesse d'être là ce soir. Notre ami Jérôme Rivière, chef d'entreprise, député européen. Et notre ami Jean-Paul Garot, ancien magistrat, lui aussi, député européen. Je vais maintenant laisser la parole à Éric. Il va prendre la parole pendant 20 à 30 minutes. Je lui poserai ensuite des questions que certains d'ailleurs m'ont demandé de lui poser auparavant. Et à l'issue, pour ceux qui le veulent, il dédicacera son livre dans le hall d'accueil. Et vous pourrez à ce moment-là, le voir de près, et pouvoir lui glisser quelques mots. Mais sachez que c'est quelqu'un qui est très sensible à ce soutien, parce que comme vous le savez, c'est quelqu'un qui est très persécuté, tout simplement parce qu'il ose parler, il ose dire un certain nombre de choses, et je pense que le nombre de personnes aujourd'hui à Perpignan et les gens qui le soutiennent sont pour lui un réconfort à la fois moral mais aussi intellectuel très important, car il ne faut jamais baisser la garde contre la dictature de la pensée et contre la censure de l'opinion. La parole est à Éric Zemmour. Merci. D'abord, bonsoir. Merci d'être venus tous aussi nombreux, aussi chaleureux, aussi enthousiastes. Et effectivement, merci à mon ami Louis de m'inviter ici. Et il a tout dit très bien d'ailleurs. Je devais venir en juillet. Ça devait être la fin de la tournée autour du livre qui avait commencé en octobre de l'année précédente. Et j'avais promis, comme j'avais fait d'innombrables villes. Et j'avoue que au début juillet, j'étais épuisé. J'ai dit à Louis, écoute, je suis vraiment fatigué. J'y arrive plus. Je te promets, on remet en septembre. Voilà. Et voilà, j'ai tenu parole. On a organisé ça et on a trouvé une date. Tout le reste évidemment et élucubration, mais c'est pas très grave. On a l'habitude des élucubrations et j'ai une grande habitude de ça. En fait. Bon, merci à tous d'être venus ce soir. Merci à Éric Zemmour d'avoir accepté notre invitation, à l'ICEP, notre
toute jeune école de sciences politiques et de management qui ouvre ses portes, qui a ouvert ses portes depuis septembre à Lyon. Éric Zemmour, je ne sais pas s'il est nécessaire de vous présenter parce que vous êtes présenté comme un sulfureux journaliste, polémiste, écrivain, historien presque maintenant d'ailleurs, d'une certaine manière. Donc d'une certaine manière, l'ICEP va peut-être vous recentrer ce soir, je ne sais pas, y voyez un certain avantage. En tout cas, merci beaucoup, c'est important pour nous d'avoir une figure telle que vous ce soir. Vous êtes de ceux qui bousculez un peu l'intelligentsia de gauche sur les plateaux de télévision, vous apportez de la nuance là où il y a tellement de certitudes incontestables, et je crois que c'est tout à fait utile, et j'ai envie de vous dire, ça nous soulage d'une certaine manière d'entendre une voix discordante dans le dispositif actuel. J'ai préparé un certain nombre de questions, j'espère qu'on aura le temps de toutes les évoquer, mais je crois savoir que vous êtes assez prolixe, donc je ne suis pas sûre qu'on puisse aller au bout. Je peux répondre par oui ou par non. Mais on va essayer. Si c'est un nouveau jeu, moi je veux. Chaud ou froid, on verra ça. En tout cas, pardonnez-moi, je n'ai pas suivi un ordre précisément chronologique, mais je pense qu'on va réussir à aborder beaucoup de sujets. Dans votre ouvrage, vous expliquez, ou du moins vous rappelez, que la France n'est ni une race, ni une ethnie, ni une géographie, mais une construction politique qui passe en grande partie par l'histoire. Alors ma question c'est, est-ce que vous avez choisi l'histoire précisément, ce terrain de combat, pour cette raison? Vous êtes journaliste de formation, vous auriez pu choisir, comme beaucoup d'autres l'ont fait d'ailleurs, la sociologie, les sciences politiques, voire même le combat électoral. Est-ce que finalement vous choisissez l'histoire eu égard à l'importance qu'elle reflète dans la construction politique de la France? La réponse est oui. Deuxième question. Il restitue aussi ce qu'est son parcours à lui, d'un enfant issu d'une famille juive et qui a profondément chéri et aimé dès sa tendre enfance les valeurs de la culture républicaine. Le parcours d'une intégration et d'un choix profond porté charnellement de son amour de la France. Ce que j'aime au fond dans ce que Éric nous raconte, c'est qu'il nous raconte deux choses. D'abord, il nous dit que notre nation est une nation exceptionnelle, qui a eu un destin exceptionnel, qui a un parcours qui s'est imposé dans le grand combat des grandes puissances, à la fois en Europe et dans le monde, qui auraient pu connaître un autre destin, être soumises au joug de l'Espagne, comme Éric le rappelle, qui auraient pu ne pas être capables de faufiler ce grand affrontement pluriséculaire avec l'Angleterre, qui se prolonge encore aujourd'hui dans les batailles de la mondialisation, que le destin de la France est exceptionnel, et qu'il mérite autre chose qu'un travail de contrition, dans lequel on ne cesse de s'excuser de ce qu'est l'histoire de France, qui mérite un travail de fierté. C'est la première leçon que nous rappelle Éric. Vous voulez que notre pays rayonne, il doit être fier de lui et fier de son histoire. C'est la première chose que Éric nous apprend à travers ce livre. Et la deuxième chose qu'il nous apprend, c'est que la France n'a été grande que quand elle assumait les valeurs qui étaient les siennes, que quand elle assumait ce qu'elle était. Et qu'à intervalles réguliers dans notre histoire, il y a cet affrontement qu'Éric explique parfaitement entre ceux qui ont misé sur la déconstruction du pays, la haine de la France, des gens qui petit à petit ont tourné le refus de ce qu'était notre pays, ont contribué à le désagréger dans une espèce de projection plus ou moins universaliste dans laquelle on a oublié nos racines, notre culture, notre identité. Et de l'autre côté, les grandes figures, à l'image de Richelieu, qui ont tenu fermement le cap et n'ont jamais abdiqué sur le fait que la France n'était jamais aussi grande que quand elle assumait son identité, ce qu'était sa culture et ses valeurs. C'est pour moi la plus belle des leçons que nous apporte Éric Zemmour à travers cet ouvrage. C'est une formidable invitation au débat. Nous ne serons pas d'accord avec tout, mais au moins voilà quelqu'un qui secoue la poussière. Et je voudrais finir avec quelque chose. Éric a d'admirables citations. Moi, il y en a une que j'aime et qui est évidemment un écho pour toi, c'est celle de Simone Weil, la philosophe, qui rappelait quelque chose. Il faut donner quelque chose à aimer, et ce quelque chose, ce doit être la France. Voilà ce que fait Éric. Merci à lui. Maintenant qu'il a tout dit ce qu'il y avait dans mon livre, je vais pouvoir raconter quelques babioles. D'abord, bonsoir à vous tous. Merci d'être aussi nombreux, d'être aussi chaleureux. Merci de me recevoir dans ces murs. Merci à Guillaume d'arriver, d'avoir organisé tout ça. Merci à vous tous. Très touché de ce chaleureux et
éloge. Petit homme reste calme et tu franchiras les barrières de tes peurs. Petit homme reste calme et n'écoute pas tous ces marchands de malheur. Le bonheur, petit homme, est grand que s'il est dans ton cœur. Mais ça, ce que tu crois, j'ai fini de culpabiliser. Ne cherche plus à m'effrayer, ne cherche plus à me rendre fou. J'ai fini de jouer.